Bonjour Alain Genestard. Bonjour. Vous êtes le patron de Polka, vous avez été le directeur de Paris Match. C'était le 22 décembre 2004. Vous n'oublierez jamais cette journée. Aujourd'hui, Simone Veil est au Panthéon. C'est un grand événement, un événement historique. On va raconter cette journée que vous avez vécue avec elle. Et d'abord l'émotion de ce moment où Simone Veil devient au Panthéon une personnalité illustre et pour toujours. Oui, c'est un grand moment aujourd'hui. C'est un moment exceptionnel parce qu'on ne rentre pas au Panthéon quelques mois après sa mort. Mais Simone Veil était un personnage exceptionnel, donc ce qui lui arrive aujourd'hui est exceptionnel. Oui. Et j'ai donc eu la chance, comme vous le rappeliez, de faire mon métier avec elle de journaliste dans une circonstance incroyable. C'est-à-dire qu'elle a accepté pour la première fois de revenir à Auschwitz avec un journaliste. J'étais à l'époque directeur de Paris Match. Accompagné d'une petite équipe, dont le photographe Benoît Gizimbert. Et quand je lui ai posé la question, j'étais très surpris parce que je connaissais la réponse, elle allait être non, parce qu'il disait toujours non. Et elle m'a dit oui, donc quelques jours avant le 22 décembre 2004, parce que je rentrais d'Auschwitz. J'y étais allé pour voir, pour sentir, j'y étais allé avec ma femme, et pour... non pas essayer de comprendre, mais simplement être dans l'atmosphère pour pouvoir faire un Paris Match exceptionnel pour l'anniversaire de la libération du camp le 22 janvier. Et elle m'a dit oui parce que j'y étais allé. Et elle a eu, non pas une condition, mais un souhait. C'était de venir avec moi, mais accompagné de ses deux fils et de ses petits-enfants. Oui. J'ai bien sûr dit oui. J'ai vu l'intérêt du reportage qui, d'un seul coup, allait être on le sentait, un témoignage qui allait être transmis. Et donc, on a passé cette journée d'une grande émotion et d'une grande portée quant à l'information dans ce qu'elle voulait faire passer. Oui, c'est dans ce livre qui s'appelle Pour mémoire, que vous publiez chez Grasset, Retour à Auschwitz avec Simone Veil. Elle était d'une très grande pudeur sur cette histoire dans laquelle elle avait perdu toute une partie de sa famille, son père, son frère, sa mère, était parvenue d'Auschwitz. Puis tout le fait d'être survivante d'Auschwitz et d'avoir connu tous ceux qui y sont restés, oui, c'était très lourd à porter. Mais, comment dirais-je, elle le portait bien, c'est-à-dire que c'était pas un fardeau, c'était pour elle un devoir d'en parler, mais elle le faisait dans des émissions comme celle-ci, oui, ou elle le faisait dans le livre qu'elle était en train d'écrire, Une vie. Mais elle ne savait pas comment aborder cette conversation avec ses petits-enfants. C'est-à-dire qu'elle ne voulait pas que ses enfants, ses petits-enfants, subissent son histoire. Elle voulait que les questions viennent d'eux. D'où ce voyage. Ce voyage, c'était pour dire, venez avec moi, vous allez voir, et là, vous aurez envie de me poser des questions. Oui. Et le fait pour un journaliste de vivre un moment comme ça, qui est un moment de... Nous, on est des témoins discrets. Moi, j'ai tenu à avoir une certaine à rester très, très discret, à avoir cette discrétion par rapport à ce qu'il se disait, parce que c'était intime, mais j'étais quand même à l'intérieur, j'étais pas extérieur. Dans le camp, elle se me prenait par le bras, parce qu'il y avait la neige, parce qu'il y avait le froid, mais parce qu'elle avait aussi besoin de force. Donc voilà, j'ai vécu cela comme un journaliste, mais surtout, je pense, comme un homme, qui, quand on lui explique cette douleur, forcément, la partage. Oui, là-bas, je n'ai jamais pleuré. C'était au-delà des larmes. C'était la une de Paris Match qu'on voit derrière vous, à la Genestard à l'époque. C'est vrai, elle n'avait jamais pleuré. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle n'a jamais pleuré et je l'ai bien senti parce que je connaissais Simone Veil depuis des années et je connaissais sa personnalité très forte, très dure. Nous, journalistes, quand on l'interviewait, si parfois on avait des questions, et c'est notre rôle de poser parfois des questions désagréables, elle se braquait. C'était une femme très, 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 très difficile. Donc elle n'a pas pleuré. Et elle est allée au-delà dans sa réponse. Elle m'a dit là-bas, je ne suis pas devenu pessimiste, je suis devenu cynique. C'est-à-dire ce cynisme, ça a été sa protection, sa survie. Sa survie à elle et la survie aussi de sa mère, parce qu'elle était en famille. Toujours penser qu'Auschwitz, c'est un camp de famille, c'est pas un camp de prisonniers. On arrive en famille, une partie de la famille est les plus âgés et les tout jeunes enfants vont directement dans les chambres à gaz, et les autres sont là et vivent ensemble. Et le fait d'avoir sa mère avec sa sœur, c'était à la fois chaleureux, j'imagine, c'est ce qu'elle dit,
mais en même temps une charge pour protéger sa mère. Donc il a eu cette force, et quand on est dans la force, quand on est dans l'épreuve, le temps des larmes vient après. Oui. Elle a pleuré après, mais pas pendant. Elle fait face à l'indicible, elle croise Mengele, elle croise voit la mort, elle voit Mmh. le siècle s'effondrer devant elle. Ouais. Mengele, elle voit un homme en blouse blanche qui choisit des déportés, et c'est pas encore que c'est Mengele. Elle ne sait pas. Il faut savoir que quand les Juifs descendent du train, ceux qui vont devenir les déportés, les détenus, ils ne savent pas qu'ils arrivent dans un camp de la mort. Ils pensent qu'ils vont être, parqués. Ils descendent d'ailleurs avec des valises, avec des instruments de la vie quotidienne. Et ils ne connaissent pas, ils ne savent pas qu'ils sont justement dans cette épreuve qui va devenir l'une des plus grandes, sinon la plus grande épreuve de toute l'histoire. L'événement historique, même quand il est dramatique, il faut du temps pour le connaître. Là, c'était simplement être dans ce camp, réaliser très vite ce qui va s'y passer et tenir pour survivre. Oui, elle a 16 ans quand elle est déportée, en 1944. Elle est belle. Toute sa vie, elle est belle, et toute sa vie, elle portera ce souvenir. C'est ça qui va lui donner cette force. C'est cette femme-là qu'on porte aujourd'hui au Panthéon. Oui, c'est pour ça que, commencer l'émission en vous disant cela, c'est exceptionnel de rentrer si vite au Panthéon, mais elle est exceptionnelle. Son parcours est exceptionnel, à la fois par sa douleur, qu'elle va porter toute sa vie, et par son exemplarité de femme, et de femme politique, avec les lois qu'elle fait passer, avec cette loi sur l'avortement qui, pour elle, a été très très dure à porter, parce qu'elle a subi des coups. Oui. Mais elle encaissait. Elle pleure. Oui. Mais elle encaissait. Insultée à l'Assemblée nationale. Oui. J'ai compris en allant là-bas pourquoi elle n'est pas devenue la première femme présidente de la République française. Parce que cette carapace qui était constitutive de ce qu'elle est devenue, cette grande femme, cette grande dame de France, en même temps, ça lui a enlevé cette souplesse d'échine qui fait qu'en politique, pour arriver, il faut parfois passer par des compromis. C'est pas critiquer la politique que dire ça, c'est un état de fait. Elle ne pouvait pas supporter cela. Elle avait non pas une rigidité, mais une rectitude, un sens de la ligne droite qui fait qu'elle ne pouvait pas passer de compromis avec quiconque. Oui. Et quand vous comprenez ça, et dans le camp on ressent ça, j'avais un respect profond pour Simone Veil. En vivant ce moment-là avec elle, j'ai eu de l'admiration, parce que vous comprenez que, vous dites, pour réussir à survivre dans cette horreur, et après, à être une sorte d'ambassadrice de cela. Ambassadrice de l'Europe aussi. Oui, de l'Europe. De cette construction qu'elle jugeait si nécessaire. Et là, c'est fantastique, parce qu'elle le dit dans l'entretien que nous avons eu après. Quand elle arrive en politique, il y a encore beaucoup d'Allemands qui ont 50 ans et qui ont connu la guerre. Et parmi ses partenaires au Parlement, il y a des Allemands. Et sans arrêt, elle s'interrogeait en disant « Mais que faisait-il pendant la guerre ?» Elle a su passer par-dessus. Et c'est là qu'elle est incroyable. Elle a su passer par-dessus sans pardonner. On peut penser que c'est le pardon qui lui permet de... Non, elle ne pardonne pas. Et pourquoi elle ne pardonne pas? Elle l'explique dans l'entretien que j'ai eu avec elle et dans ce livre. Parce qu'elle dit, une seule personne ne peut pas pardonner à ce qui s'est fait collectivement. Et je comprends, moi, qu'elle veut dire en même temps, pardonner aujourd'hui, ce serait pardonner des crimes qui sont en train d'être commis aujourd'hui, puisque s'ils sont pardonnables, ils sont peut-être acceptables. Oui. Elle est l'image de la France aujourd'hui, Jeanne Estard. Oui, il faut le dire très fort. Oui. Il faut le dire d'autant plus aujourd'hui qu'on est dans un monde, dans une Europe qui est troublée. Aujourd'hui, il y a un regard sur les autres, toujours sur les Juifs d'ailleurs, parce qu'il y a toujours un antisémitisme très fort et invraisemblable. Mais il y a aussi aujourd'hui des collectivités qui souffrent. Il y a aujourd'hui des migrants qui ne sont pas accueillis. On est en France et on est incapable d'accueillir des familles qui arrivent. Je ne parle pas du jeune Africain qui a traversé le Sahara et qui arrive et qui, bon, il a beaucoup de courage. Mais là, il y a des familles, il y a des vieilles personnes, il y a des petits-enfants. On n'est pas capable de les accueillir. Donc oui, il faut dire qu'aujourd'hui, Simone Veil est un grand symbole.
Et sa voix manque. Elle nous manque aujourd'hui. Merci Alain Genestard. Votre livre s'appelle Pour mémoire, publié chez Grasset, Retour à Auschwitz avec Simone Veil, que l'on porte aujourd'hui au Panthéon. Je rappelle, une station de métro à Paris, la station Europe, est baptisée désormais station Simone Veil. Et on y voit sur des écrans de télévision l'une des interviews que j'avais eu le plaisir de faire avec elle sur TV5 Monde. Merci beaucoup Alain Genestard d'avoir été notre invité. Merci.